Bonsoir Daniel. Bonsoir à vous tous, puis bienvenue avec nous autres ici à soir pour qu'on élargisse nos horizons sur le sujet de la famille de demain. On peut peut-être, par exemple, commencer par regarder la famille d'hier et la famille d'aujourd'hui, faire un parallèle. Si on regarde, Daniel, que la famille, du moins ce qu'on a connu dans le temps peut-être de nos parents, grands-parents plutôt aussi, c'était souvent le milieu sécuritaire ou un peu le choc absorber, tu sais. Tu allais tester des affaires, tu testais des opinions, puis après ça, tu pouvais aller à l'extérieur, tu sais, ou c'était un peu un tremplin, euh, OK, sécuritaire, ou tu étais certain d'être en confiance. Aujourd'hui, elle existe, en tout cas, ça s'individualise, les formes de famille, puis il y a beaucoup de modèles qui n'existent plus. Quel lien qu'on pourrait faire entre ça puis ce qui s'en vient pour demain un peu? Premièrement, tu as donné les mots-clés comme quoi la famille était un mécanisme de sécurité. Dans l'Antiquité, la famille a servi surtout à former des clans, c'est-à-dire à former, à regrouper une petite collectivité qui possédait le même sang et qui, de façon réincarnative, pouvait aussi reposséder des âmes similaires et reposséder des esprits similaires. La famille, elle a toujours été, comme le cadre des sociétés, un cadre de sécurité. Alors, on a par exemple les adultes qui vont manquer d'affection lorsqu'ils sont jeunes. La majorité de ces adultes vont vouloir avoir des enfants pour pouvoir donner ce qu'ils n'ont pas reçu, c'est-à-dire pour pouvoir voler à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas reçu non plus. Parce que la majorité des adultes aiment bien les enfants parce que les enfants leur apportent quelque chose. Et le cadre de la famille, que ce soit un homme marié avec une femme, que ce soit une famille avec un homme, une femme et des enfants, c'est un cadre qui exploite la sécurité d'une façon extrêmement qui a été bénéfique, mais qui l'est de moins en moins bénéfique. C'est-à-dire que lorsque l'évolution de la société arrive, de la société humaine et non pas de la société, disons, d'une nation, lorsque l'évolution de l'humanité arrive à un point où la famille telle qu'elle a servi, telle qu'elle a été utilisée, c'est-à-dire pour transmettre le sang, pour transmettre des affinités de réincarnation au niveau des âmes, lorsque cette utilité doit se désagréger pour permettre la naissance d'une nouvelle forme de famille. Alors ce cadre de sécurité devient extrêmement dangereux parce que la famille devant se briser, les personnes qui recherchaient la sécurité dans la famille vont évidemment découvrir l'antipode de la sécurité, c'est-à-dire la crainte, l'horreur de se retrouver seul, les enfants qui partent sans dire merci aux parents, les parents qui se séparent, répulsant les enfants ou se tirant les enfants d'un bord et de l'autre. S'il n'y a pas d'enfants, la famille tient de moins en moins quand même. On a eu, depuis longtemps, on a eu recours à ce contrat qui obligeait deux personnes à créer une famille lorsqu'ils avaient signé, ou lorsqu'ils s'étaient embrassés, ou lorsqu'ils s'étaient passé le jonc. Alors, avant d'aborder, disons, le thème de la famille de demain, nous allons faire un retour sur la famille du passé. Qui est cette famille en dissolution présentement? Famille en dissolution à travers laquelle essaie de renaître cette famille de demain. Dans l'Antiquité, il faut bien comprendre qu'on n'avait pas de mariage. C'est-à-dire qu'on avait un homme, une femme, comme des oiseaux, qui s'accouplaient. Et parce qu'ils aimaient s'accoupler ou parce que la femme recevait une sécurité protectrice de l'homme, en plus d'être totalement dominée par l'homme, parce que la femme, autant elle aimait être sous le bras fort de l'homme, autant l'homme la maintenait là. L'homme avait besoin de la femme aussi. Et automatiquement, sans cadre de religieux, sans cadre de contrat moral ou de contrat physique, on avait un couple qui était formé et ce couple avait des enfants, évidemment, parce que la télévision n'existait pas, alors on avait plus d'enfants. Et lorsque ces enfants cimentaient le couple, les parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient travailler les enfants à leur place. C'est-à-dire que lorsque tu avais des enfants, cela te permettait de rester chez toi pendant que les enfants s'occupaient des autres enfants, pendant que les enfants s'occupaient des champs, pendant que les enfants s'occupaient de l'entretien de la maison, de faire la cuisine, de tout ce qui permet l'existence de la famille. Alors donc, dans cette Antiquité,
les couples se mariaient parce que l'homme gardait la femme, l'homme la dominait, parce que la femme recherchait un homme dominateur, ce qui pour elle symbolisait la sécurité, l'affection. L'homme était prêt à se battre pour elle, donc c'était de l'affection, de l'attraction, de l'amour, disons, typiquement humain, qui fait qu'une chose que tu aimes se doit de t'appartenir, sinon elle te rend malheureuse, et tu vas donc te battre pour la conserver. Et les enfants devenaient les esclaves de l'homme, surtout, et de la femme ensuite. On a encore ça aujourd'hui dans les pays surdéveloppés en population, les pays surpopuleux, où on a justement, c'est un critère de richesse, le fait d'avoir plusieurs femmes et le fait d'avoir plusieurs enfants. Parce que, premièrement, cela prouve que tu peux les nourrir, mais en retour, c'est réellement un critère de richesse parce que tu as plusieurs employés bénévoles, enfin assujettis à ta domination, qui travaillent pour toi. Et c'est pourquoi, pendant longtemps, le fils devait travailler dans l'atelier du père pour pouvoir servir le père, et non pas pour, moralement, d'une façon très belle, pouvoir apprendre le métier du père. Bon. Évidemment, on camoufle ces mécanismes sous des moralités qui permettent à l'ego de pouvoir se flatter, de forcer ses enfants à suivre des traces des parents. Donc, plus tard, la femme, elle a commencé à s'émanciper. Très peu. Disons qu'elle a cessé de vouloir porter la ceinture de chasteté. Bon. Alors, c'est un début d'émancipation. Elle n'avait évidemment pas le droit à l'instruction. Elle avait le droit à l'instruction tant que cette instruction se bornait à servir l'homme. Mais elle a quand même commencé à pouvoir sortir, à pouvoir discuter de problèmes de femmes. Donc, les femmes ont pu discuter des problèmes de la maison. Les femmes qui ont commencé à en discuter, donc au niveau de l'évolution de notre humanité, pour assurer la femme et pour assurer l'homme. Parce qu'à cette époque, la femme était liée à un homme, mais l'homme pouvait faire ce qu'il voulait. Si certaines femmes pensent que c'est encore comme ça aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Disons que les femmes font aussi ce qu'ils veulent. Bon. Alors, c'est moins pire. Ou c'est plus pire. Enfin, c'est différent. Alors donc, on a ces femmes qui, maintenant, sont obligées de certifier. Ils ont besoin, pour que ce cadre de sécurité reste sécure et n'amène pas l'antipode que la recherche de sécurité amène toujours, c'est-à-dire la souffrance, ils ont eu besoin, à un moment donné, de cimenter. Les enfants ne cimentaient plus. Le fait que l'homme protecteur veuille cette femme, on avait de moins en moins de conflits extérieurs, donc cela disparaissait. La femme avait besoin pour sa sécurité d'une maison de plus en plus matérielle, de plus en plus d'enfants. Elle avait besoin de plus en plus de choses que l'homme ne pouvait pas nécessairement toujours amener. Alors, on a eu des rites. Et là, nous sommes rendus, selon les différentes races selon les différentes évolutions des différentes sous-races de notre humanité, soit à l'époque de Moïse, soit à l'époque d'Abraham, soit à l'époque, soit vers le 17e siècle, dépendant des communautés. Lorsque les familles ont commencé à nécessiter pour le maintien de la famille d'un sceau devant les autres, on se mariait devant Dieu, mais on se mariait devant Dieu à la condition qu'il y ait plusieurs personnes pour être témoins. Donc, en réalité, on se mariait devant l'homme. Et c'est pour ne pas perdre la face devant l'homme ou devant Dieu, pour dire que ce n'est pas devant l'homme, pour dire que ce n'est pas de l'orgueil, que l'homme devait se marier à grand tintamarre. L'homme et la femme devaient cimenter la famille de façon à ce qu'ils puissent se sentir suffisamment coupables si un jour ils viennent à briser cette union. Alors, c'est dit que ce qui est uni devant Dieu ne pourra être brisé par l'homme. Mais étant donné que c'est uni par l'homme, c'est facilement brisable par l'homme, et même aujourd'hui, disons, notre dernier pape a facilité les divorces. Il n'a pas dit que c'était bien de divorcer, mais il a quand même facilité les procédures, parce que le monde ne divorçait plus devant l'Église, il divorçait carrément en cours. Et tu as donc cette famille qui a nécessité ce ciment, parce que dans l'énergie des égos individuels, il y avait déjà cette liberté individuelle qui commençait à être recherchée. Pendant longtemps, l'humanité a évolué sous l'apanage d'un esprit de groupe, d'un esprit de clan. C'est-à-dire que nous avions des nations sacrées, des nations particulières qui, au nom de la nation, se luttaient l'une l'autre. C'est encore un peu comme cela aujourd'hui, mais de moins en moins. On a de plus en plus de petits clans, on a de moins en moins de grands clans.
Et on a de plus en plus de petites familles et de moins en moins de grosses familles, des familles où on va essayer, où on va se connaître, par exemple, connaître nos cousins germains, connaître nos arrière-grands-pères, connaître l'oncle de la tante de notre frère, où, à un moment donné, on connaissait tout le village qui était divisé en 3 noms. Bon, les Tremblay, les Larivière, puis les machins chouettes, et c'était le village. Et tout le monde se connaissait. Mais aujourd'hui, on se connaît de moins en moins et on est de plus en plus individuel parce que cette famille, c'est-à-dire ce clan, cette mini-société à l'intérieur d'une société, se doit de disparaître parce que l'évolution de chaque individu, de chaque humain, se fait seul. Elle ne se fait pas en groupe. L'évolution psychologique, l'évolution spirituelle de l'humanité se fait en groupe. Mais lorsque l'humanité se doit maintenant de ne plus croire, mais de comprendre ce qu'elle fait, ils ne peuvent pas comprendre en groupe. Donc, les familles doivent aussi être désagrégées pour que chacun ne vive pas ce que la famille vit, mais pour que chacun vive ce que lui a à vivre. Alors, si à un moment donné, ton frère se fait attaquer, toi, ça ne te dérange pas trop. Mais il fut une époque où si ton frère se faisait attaquer, quelle que soit la raison, toute la famille embarquait pour aller venger le frère. Et on avait, si on regarde par exemple les Irlandais et les Écossais, qui avaient des clans, les O'Neill, les ci, les ça, et chaque clan, à l'instant même où on parlait le moindrement mal d'une personne d'un clan, c'est le clan au complet qu'on insultait. C'est un peu comme ça dans les nations, dans les pays, mais disons que cela s'effrite. Et même si on dit que la famille, c'est le ciment de la société, c'est vrai. Mais la société, c'est aussi le ciment de la famille. Et la société, elle est en effervescence, elle est en transformation. De même, la famille est aussi en transformation. Cela se désagrège. Il fut un temps où la mémoire incarnative de l'expérience planétaire se devait d'être transmise par l'intermédiaire de l'âme, c'est-à-dire par l'intermédiaire des formes astrales individuelles, c'est-à-dire par l'intermédiaire des égaux. Et dans le corps humain, ce qui permet le cheminement massif de l'âme, donc de l'astral, donc de l'ego, surtout, c'est le sang. Et il fallait donc, à cette époque, la famille était reliée par le sang et il fallait préserver les sangs pour préserver l'expérience évolutive, expérientielle de cette lignée sur la planète Terre. C'est compliqué ce que je dis. Tu pourras, disons, on pourra revenir pour clarifier. Juste une question à partir d'ici. C'est justement pas la manifestation de l'âme de groupe, ça, quand tu dis, on disait, les familles avaient un blason qui représentait toute la lignée, si tu veux, puis l'honneur qu'il y avait à défendre. Comme... Le fait que l'esprit de groupe, le fait que l'âme collective, le fait que l'âme individuelle relie à la même foi, donc le fait justement qu'on ait le même blason, les mêmes couleurs, le même nom. Et c'est important, les noms. Faisait que chaque individu était assujetti à la collectivité familiale. Et si la famille contenait 2000 personnes, cela devenait un clan. Si elle contenait 20 000 personnes, cela était une tribu. Et si elle contenait plus, c'était une nation, un peuple. Cette famille, chaque personne était assujettie à l'idée familiale. Regardez simplement, v'là, disons, 60 ans, v'là 80 ans. Et même encore aujourd'hui, de moins en moins, mais quand même, moi, à mon époque, je ne faisais pas ce que tu faisais. Donc, on essaie toujours de raffermir l'idée de la famille, mais d'une façon sanguine. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur le fait que l'enfant vient de la mère et du père d'une façon matérielle, biologique, génétique. Donc, que le sang qui coule dans les veines de cet enfant, de cette fille ou de ce garçon, c'est le sang du père et de la mère, et en même temps, c'est l'esprit du père et de la mère. Mais ce n'est pas l'esprit du père et de la mère, c'est l'âme du père et de la mère, et lui va faire un travail qui est extrêmement dur, où il devra se séparer de l'âme de ses parents pour devenir un être à part. Et étant donné qu'il n'est pas aidé par les parents ni par la société qui essaie d'aider les familles à rester familles, parce que la famille cimente ce genre de société, donc ces enfants n'étant plus aidés, parce que ces enfants n'appartiennent plus à une famille sanguine, mais ils appartiennent à une famille énergétique. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attirer par le sang, les familles vont maintenant se réunir de par leur idéologie, c'est-à-dire de par leur possibilité d'idéologie, c'est-à-dire de par leur capacité mentale.
Donc, on va avoir des jeunes qui vont se grouper. Ce n'est pas une question d'âge. On a des personnes qui ont 30 ans, qui ont 40 ans. On dit que ce sont des mauvais exemples pour les jeunes lorsqu'ils font partie d'une gang de jeunes. Mais de plus en plus, les personnes vont se grouper selon leur capacité à comprendre et non plus selon leur corporalité sanguine. Cela veut dire que combien parmi vous ont des familles complètes qui s'intéressent à ce qui vous intéresse? Plus souvent qu'autrement, cet intérêt fait que vous devez vous couper de votre famille. Vous devez vous couper de vos frères et sœurs, de vos parents. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus partie de votre famille. Ils faisaient partie antiquement, dans l'ère piscéenne, dans l'ère du poisson, de ce qui était le noyau même de l'évolution collective, la famille sanguine, et par la génétique, de génération en génération, toute la tradition des ancêtres était transmise aux enfants. Mais cette religion des ancêtres, même si elle a été subtilisée, elle a mué dans une religion, disons, où nous lisons des livres sacrés qui parlent d'Abraham, celui qui est issu de Rama, qui parle, Ram qui veut dire bélier, de ces livres qui parlent de l'agneau de Dieu. L'agneau, le fils du bélier, le fils de Ram, de tous ces livres quand même qui parlent de tradition. On essaie toujours de structurer une famille dans le présent à partir de ce qu'ont été les familles, et non plus à partir de ce que devrait être la famille et un peu de ce que devra être la famille. Parce que les enfants qui font partie de la famille vont former la famille de demain, donc un peu de ce que devra être cette famille. Parce que si, à un moment donné, on essaie toujours de restreindre l'évolution d'un individu parce que c'est mon enfant, mais et c'est de moins en moins l'enfant de ceux qui vont les engendrer. On a dit moralement, philosophiquement, que, Khalil Gibran l'a dit, que les enfants naissent de vous, mais ne vous appartiennent pas. C'est beau, à la condition que les enfants ne sachent pas ça. Parce que si les enfants le sachent, ils veulent le mettre en pratique, là, Khalil Gibran prend le bord des poubelles. Les enfants n'ont jamais appartenu à personne. Et même si l'homme dit ma femme et si la femme dit mon mari, ça, c'est un vocabulaire qui vient de l'Antiquité et qui devra changer. Parce que chaque personne a un nom. Et ce n'est pas ma femme ou mon mari, ce n'est pas mon enfant. On a un prénom qui peut être changé, mais on a un prénom qui donne certaines choses. Les noms ont un certain pouvoir, disons, dans la psychologie de la personne. Mais les mots qui attachent nuisent énormément à la relation dans la famille. C'est comme d'appeler ma petite fille, une adolescente qui est rendue à 13, 14, 15 ans. Alors, on s'évertue à la conserver comme nous, on voulait la voir, et non pas à l'admettre comme elle est. Et continuellement, l'évolution dans la famille présentement, et la société est en train de bouger parce que la famille bouge, et même si la famille, elle est presque, du moins on a des tentatives de restructurer cette famille par l'intermédiaire de la société, cela ne pourra pas fonctionner parce qu'il y a des changements qui doivent se faire. On a eu des changements lorsque les clans sont disparus. On a eu des changements lorsque les peuples élus sont disparus. On a eu des changements lorsque ces peuples de Dieu sont morts. On a eu des changements lorsque l'humanité a été obligée, par le biais de grandes guerres, de mélanger son sang. C'est-à-dire que la dernière guerre mondiale, entre autres, qui a été extrêmement bénéfique pour l'évolution de l'humanité, non pas pour ceux qui ont souffert, pour l'évolution de l'humanité en général, parce qu'elle a obligé des masses à changer de continent. Donc, elle a obligé les sangs à se mélanger, ce qui, dans la génétique physique, a donné des personnages beaucoup plus puissants, plus forts, plus résistants, plus solides, non pas pour faire la guerre, mais pour servir de réceptacle à des énergies supérieures, des énergies de l'ordre supramental qui maintenant descendent chez l'homme et qui maintenant baignent l'homme. Et ils peuvent baigner l'homme parce que l'homme ne meurt pas, l'homme ne vient pas fou, l'homme ne se met pas à adorer ces énergies, à les détruire. L'homme est maintenant capable de s'en servir. Cela commence. Mais le mental de l'homme est extrêmement plus structuré, et c'est pourquoi dans les continents où on a eu le plus d'immigration, donc où on a reçu le plus de toute la planète, on a eu une science intellectuelle, une science mentale, une science industrielle des plus développées. Et partout comme aux Indes, comme partout sur la planète, dans les pays que nous appelons sous-développés, où on s'évertue à ne pas mélanger les races,
par le biais de la politique, par le biais des guerres, par différents mécanismes. Il n'y a pas d'évolution industrielle, il n'y a pas d'évolution mentale, parce que le sang de ces êtres oblige ces familles, qui fonctionnent encore à coup de 23 enfants et de 30 enfants, à évoluer d'une façon amifiée, d'une façon astralisée, d'une façon qui exclut l'expérience hors familiale, d'une façon qui exclut l'expérience mentale. Alors, si on va faire un tour au Salvador, au Nicaragua, au Guatemala, on va rencontrer des personnes qui vont à l'université. Et on leur demande de quelle famille ils viennent. Et s'ils viennent d'une famille riche, tout le monde va à l'université. Ça pose pas de question, de problème. Mais j'ai rencontré, moi, des personnes qui enseignaient à l'université de Quetzaltenango, au Guatemala, et eux venaient d'une famille dans un village perdu dans le fond de la côte ouest, dans la jungle, un village tout près du village de Guerrieras. Et je lui demande si, quand tu auras de l'argent, un travail, est-ce que tu vas aider la famille? Non, ça sert à rien. Je leur amène de l'argent, puis ils font rien avec. Il n'y a rien à faire. Est-ce que tu vas rester au pays? Même pas. Pourquoi? Parce que rester ici, fonctionner comme moi je veux fonctionner, puis voir tout le monde qui ne peut pas fonctionner, c'est trop démoralisant. Alors moi, je m'en viens vivre au Canada. Et c'est fréquemment comme ça. On a des médecins américains, des médecins canadiens qui partent en vacances dans ces pays-là pour donner un coup de main. Parce qu'on n'a pas suffisamment de médecins. Parce que ceux qui ont un mental suffisamment puissant partent et vont rejoindre leur famille. Là, tu touches un point bien important qui est, je veux dire, ce lien-là qui est en train de se dessiner, qui remplace la famille de sang. Comme tu dis, une famille énergétique, c'est qu'à un moment donné, tu tombes instantanément bien avec une personne, puis tu sais que c'est vibratoirement que tu te connais, mais il n'y a pas de pont, il n'y a pas de ciment qui te lie pareil, tu sais. Et pourtant, il y a une plus grande fidélité d'esprit même que dans le temps. Pourquoi, lorsqu'une personne commence à savoir des choses, pourquoi que lorsqu'une personne commence à annoncer de nouvelles choses, pourquoi que cette personne, lorsqu'elle commence à vivre différemment, mieux, lorsqu'elle commence à se poser des questions, parce que souvent, la famille va dire, cesse donc de te poser des questions. Pourquoi, lorsqu'elle commence à se conscientiser, n'est-elle pas jamais bien reçue dans sa famille? Parce qu'il n'y a pas d'évolution individuelle dans une famille. Il n'y a que de l'évolution collective dans une famille. Et le support de l'évolution collective, qu'il soit sociétaire, national, qu'il soit planétaire, c'est la famille. Et lorsqu'une famille est manipulée, regarde simplement nos lois. Toi, tu es l'enfant de ton père, il se trouve, par hasard. Mais si ton père accumule des dettes et si ton père fait certaines bévues et que ton père meurt, c'est la famille qui doit supporter. Parce que on attache une importance sanguine et effectivement, dans la transmission de l'évolution par le sang, il y a un peu de ton père, il y a un peu de ton grand-père, de ta grand-mère, de ta mère et de tout ça dans toi. Et tu devras finir par t'en dégager. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus facile, disons, plus en plus facile, mais de plus en plus difficile à vivre, ce dégagement de la famille. Qu'est-ce que l'on fait? Pour bâtir une famille, on commence par avoir une attraction de moins en moins physique. On peut avoir une attraction physique banale à un moment donné. Coup de foudre, mais les coups de foudre comme on avait dans l'Antiquité, là où moindrement tu voyais une fille, où tu cruisais, où tu te promenais pour avoir une fille, pour essayer d'avoir une famille, ça n'existe plus. Pour t'amuser, oui, mais pas pour aller au Parc Belmont, pour aller... mais pas pour bâtir une famille. Pourquoi? Parce que maintenant, et de plus en plus, les personnes ne veulent pas se bâtir de famille. Ils veulent garder le cadre de sécurité familiale, mais ils ne veulent pas payer le prix. Alors, ce qui fait ils vont peut-être de temps en temps retourner voir leurs parents lorsqu'ils auront des problèmes, mais ils ne veulent pas, eux, fonder de famille. Ils ne veulent pas d'enfants, ils ne veulent pas de ce genre de choses. C'est normal et c'est parfait. La famille sanguine, elle a obligé les individus à se relier et par le biais du sang, on a toujours eu des enfants similaires aux parents. Tel père, tel fils. Lorsque une forme d'énergie nouvelle est apparue sur la planète Terre, je retourne, il y a de cela 1990 et quelques pinottes d'années,
où cette énergie, elle a pu arriver sur le plan planétaire parce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment donné qui a transformé la planète et qui a élevé le taux vibratoire de l'ensemble de la planète, ce qui a permis à cette énergie supramentale, à cette intelligence active, de pouvoir descendre sur la planète et de pouvoir commencer à toucher les hommes. À ce moment, cela a commencé où le fils va se monter contre le père, où la fille va se monter contre sa mère, où les époux vont se séparer. Et même si, à la suite de cela, l'Église a dit qu'il ne fallait pas que ce genre de choses arrive, c'est par le biais du Nazaréen que cela a été amené. Le Nazaréen n'a jamais dit que ce qui était uni dans le lien sacré du mariage ne devait pas se dissoudre. Il a dit lui-même qu'il amenait ce qu'il fallait pour que les enfants, pour que toutes les familles explosent. Et c'est normal. Il amenait quoi? Il a augmenté le degré d'énergie vitale, mentale de la planète Terre et de la collectivité, ce qui a permis à certains individus, les apôtres pour commencer, et quelques autres parmi les gentils, de pouvoir avoir accès à cette énergie supramentale, donc à ce savoir instantané, ce qui les coupait complètement de la famille. Maintenant, il faisait partie d'une nouvelle famille, une famille de plugués. Et seuls ceux qui sont dans cet état d'énergie peuvent vivre ensemble. Et la famille de demain, ce n'est pas une famille, justement, qui privilégie le fait que c'est mon enfant parce que pendant quelques mois, il a porté mon sang. Le sang s'est régénéré. Et cet enfant va te regarder d'une façon qui te fait drôle, qui te fait peur, parce que tu ne vois pas dans ce regard le tien. Ce n'est plus toi qui te regarde, c'est lui. Et celui, tu regardes ton mari, ta femme, tu ne le trouves pas. Tu regardes ta mère, ton père, la grand-mère, le grand-père, tu ne le trouves pas. Et de plus en plus, les yeux des enfants qui vont regarder les parents vont faire peur aux parents, parce que les parents ne sauront pas qu'est-ce que c'est. Parce que même biologiquement, l'énergie précède le sang, même au niveau biologique. Oui. Et quand l'enfant va commencer à te poser des questions que jamais chez toi ça s'est posé, c'est normal. C'est plus le sang qui l'habite. Cet enfant-là que tu viens de mettre au monde, il appartient peut-être à cette famille-là. Puis ton enfant que tu recherches, il est peut-être dans telle autre famille. On commence à pas mélanger les enfants, là, puis ils mettent sur plateaux pour aller les voir. Mais je vais vous expliquer ce qu'il y en est. Ça n'empêche pas que de plus en plus, les enfants n'appartiendront plus aux parents. Les enfants vont refuser d'appartenir aux parents. Et ça, si les parents ne commencent pas déjà à vivre avec ce genre de perception, ils vont en souffrir. Parce qu'il n'y a rien de plus traumatisant que d'être né d'une famille sanguine et d'accoucher d'un enfant énergétique. Parce que tout le temps, on a dit, tu ressembles à ta mère, tu ressembles à ton père. Et lui, il ne vous ressemble pas. Et c'est extrêmement traumatisant pour l'enfant qui vit dans un cadre sanguin, qui, lui, va aussi rechercher son père et sa mère. Et ici, on essaie d'aborder, je vais loin, mais ceux qui ont des enfants de 6 ans en descendant le savent, ils le vivent déjà. Peut-être de 8 ans à 9 ans, parce qu'évidemment, il y a eu des exceptions qui ont précédé, disons, la masse d'enfants qui venaient au monde. Mais tous les enfants qui vont naître n'appartiennent pas aux parents. Puis ils vont leur dire aux parents, parce que c'est des enfants qui ne s'ennuieront pas des parents. C'est des enfants qui vont être de plus en plus dégagés des parents. C'est des enfants qui sont mentales, qui ont donc la possibilité, et c'est normal, c'est ça l'évolution, c'est pour ça que l'humanité travaille depuis le début. Ils ont une capacité beaucoup plus avancée que celle des parents. D'ailleurs, ils vont pouvoir même instruire les parents si les parents veulent bien. Ils ont une capacité, et ils vont l'avoir de plus en plus, de percevoir les choses comme elles sont et ils ne les coloreront plus selon la tradition, selon l'éducation qui est une tradition, selon l'enseignement religieux, moral, philosophique qui est une tradition. Ils vont se démerder eux-mêmes. Évidemment, pendant un laps de temps, ces enfants vont se regrouper en clans. Ils vont donc reformer ces familles. Mais ces clans ne tiennent jamais. Ça marche pendant 1 an, 2 ans, ça se sépare. Et cela est commencé depuis quelques 40 ans, ici même au Québec, mais c'est de plus en plus terrible pour ceux qui se refusent de voir ce que sera cette famille de demain. Alors, la famille de l'Antiquité servait surtout à transmettre l'expérience évolutive par le sang. Cela pouvait
permettre à certaines personnes qui manipulaient la sorcellerie, blanche ou noire, disons la magie et la sorcellerie, magie des mages, donc blanche, et la sorcellerie des sorciers noirs, de pouvoir faire comme ce chef templier lorsqu'il est mort sur le bûcher, de pouvoir maudire le roi et le pape, et de dire que le roi souffrirait pendant les 13 générations qui vont suivre. Et effectivement, les 13 générations qui suivent ont des problèmes. Parce que dans l'astral de cette famille, lorsque cette personne, lorsque ce chef templier qui connaissait les possibilités de la magie, c'est-à-dire les possibilités de la manipulation de l'astral collective, a mis dans cette astral collective la mémoire d'un handicap, pendant 13 générations, jusqu'à ce que soit suffisamment purifié pour qu'à un moment donné, le roi n'existe plus comme tel dans ses descendants. Pourquoi pensez-vous qu'à un moment donné, on a essayé, et si vous voulez faire un petit travail amusant de recherche, pour voir l'importance de la sanguinité, on a essayé de faire remonter la naissance du Nazaréen au roi David. Et si on regarde dans nos 4 évangiles très connus, cette généalogie, c'est un travail compliqué parce qu'ils n'ont mis des noms. Il y a 2 évangiles qui donnent 2 généalogies complètement différentes. Dans la Bible. Ils partent de David, ils finissent au Nazaréen, c'est tous des bonhommes, des bonnes femmes différentes, tout le long des ans. Quelques-uns qui se retouchent les plus importants. Mais, d'ailleurs, le Nazaréen de corps n'était même pas descendant de David, mais d'esprit encore moins. Et je ne vois pas avec des frondes. Là. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'était important à cette époque, et ce l'est encore aujourd'hui, que justement on sache qu'il vient du sang d'un grand roi. Parce que si son sang, c'est le sang d'un grand roi, il peut être un grand roi. Il est l'incarnation, la réincarnation du grand roi David, avec une amélioration. Il est aussi le Christ. Le Christ, une énergie supramentale, et outre qui est venu à un moment donné prendre possession du corps de Jéhoshua. Alors ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, les parents vont devoir faire face à cette nouvelle ordre de famille. Et ces parents qui essaient d'être dans une famille sanguine, donc de posséder leur progéniture, donc de les aimer, parce que vous ne pourrez pas aimer vos enfants éternellement, ils vont finir par s'en aller. Alors, ou vous allez adapter votre amour, ou vous allez souffrir. Parce que les enfants qui naissent et qui sont jeunes et qui sont venus au monde, ce sont des enfants qui sont eux-mêmes. Et lorsque je dis « vous ne pourrez pas aimer vos enfants éternellement », vous ne pourrez pas les aimer de façon à les posséder. Tant que vos enfants vont avoir une importance pour vous, vous les possédez. Et même s'ils doivent être détruits pour garder l'importance qu'ils ont à vos yeux, ils vont être détruits. Alors, c'est la lutte. Les enfants veulent survivre, c'est-à-dire qu'ils veulent retourner vers leur famille, et les parents veulent conserver ces enfants au nom de la famille sanguine. Et évidemment, il y a des conflits qu'on appelle des conflits de génération, mais j'ai déjà dit qu'il n'y a pas de conflit de génération. Depuis que l'homme a des enfants, il y a des problèmes. Et puis présentement, les adultes du même âge s'astinent autant qu'entre les enfants. Alors donc, il n'y a pas de conflit de génération, c'est un conflit global, normal, d'évolution. Les enfants, à quoi pourrait ressembler, disons, une famille de demain? Avez-vous déjà remarqué, vous avez déjà remarqué, que souvent, il était plus facile d'expliquer certaines choses que vous compreniez à des personnes que vous ne connaissez pas trop. Et que lorsque le lien astral, lorsque le lien psychologique, l'amitié, qui est une forme d'amour, devient suffisamment énergisé, les guerres d'ego commencent, votre ego tend à s'imposer et vous ne pouvez plus, ou de moins en moins, aider. Votre enfant ne vous écoute pas, mais l'enfant du voisin maudit qu'il est fin. Alors pourquoi vous n'éduqueriez pas l'enfant du voisin? Jusqu'à temps que l'enfant du voisin soit plus du câble, puis que le vôtre, qui est maintenant l'enfant du voisin, soit si fin. C'est sûr que dans la société telle qu'on la présente aujourd'hui, c'est pas faisable. C'est pas faisable parce que l'on retrouve un symbole de sécurité dans le fait que tout le monde reste attaché. Et quand le lien se brise, pour se solidifier ou non,
c'est la panique. Combien de personnes dans la salle, et c'est de plus en plus évident, j'en connais suffisamment, qui n'ont pas d'enfants, mais ils adorent les enfants. Puis ils ont le tour avec les enfants. Puis ils sont capables. Mais ce n'est pas leurs enfants. Et les parents vont souvent dire, justement, que ce n'est pas leurs enfants. Vivez 5 ans, 6 ans avec le même, vous allez voir que ce ne sera pas aussi beau. Si c'est vrai, alors pourquoi poursuivre? Pourquoi vouloir s'évertuer à manipuler, à façonner l'enfant, et l'enfant se lutte pour façonner les parents, parce que vous voulez trouver votre enfant, et l'enfant veut trouver ses parents. Ce sont des parents et des enfants, des familles énergétiques, et non plus des familles sanguines. Dans le cadre où on est présentement, cela ne peut pas s'appliquer. Nous parlons de la famille de demain. Vous poserez vos questions pour l'appliquer à la réalité, comment appliquer aujourd'hui. Il y a des moyens de le faire, évidemment, parce que ce n'est pas un changement radical. Il va devoir que vous fassiez quelque chose. Il va falloir que l'humanité fasse quelque chose pour moins souffrir, non pas pour accélérer. On n'accélère pas l'évolution. On la subit. Mais on la subit en broyant ou on la subit en riant parce qu'on voit comment c'est bien fait. Sinon, on broye parce qu'on ne comprend jamais ce qui nous arrive. Alors, le fait de dire qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour avoir un enfant comme ça, c'est pas au bon Dieu que tu as fait de quoi? À ton mari ou à ta femme. Mais pas au bon Dieu. Il se passe simplement que les enfants, ces familles de demain, devront être constituées d'une façon, il faut faire attention avec les mots, non pas libérale, mais libérée. C'est-à-dire que les parents devront faire office d'éducateurs, ce qu'ils n'ont à peu près jamais fait. Sauf les parents qui travaillent comme professeurs. Ils éduquent les enfants des autres. Ils ont bien des problèmes avec les leurs. Ils devront faire office d'éducateurs. Cela veut dire qu'ils devront se couper de cette affection possessive qu'ils ont avec l'enfant. Et là, l'enfant pourra commencer à travailler. C'est-à-dire que les enfants sont de plus en plus intelligents, les adultes sont de plus en plus intelligents. Un homme et une femme, lorsqu'elles veulent évoluer ensemble, qu'est-ce qu'elles devraient faire? Bien, elles doivent commencer par briser le lien sacré du mariage. Il n'y aura plus de mariage dans l'avenir. L'homme et la femme n'auront plus besoin d'aller se cimenter et les sociétés vont changer aussi. Pourquoi les sociétés vont changer? Parce que c'est l'homme qui crée la société. Donc, quand l'homme va changer, les sociétés vont changer. On n'aura plus besoin d'aller confirmer le fait que les progénitures qui vont suivre sont nos possessions et que jusqu'à un certain âge, je vais payer pour ce qu'ils vont faire. Parce que c'est moi qui le fais. Pourquoi devons-nous condamner la famille, les parents, parce que l'enfant fait quelque chose? Parce que c'est les parents qui le font. C'est ce qui se passe. Même si on mentalise la loi, même si on intellectualise pour adapter la loi aux nouveaux faits, où on dit « Mais non, mais c'est pas le père et la mère qui ont s'invite, pourquoi il faudrait qu'on les engueuler? » Alors maintenant, on essaie d'adapter en disant à l'enfant que, bon, ben, tu as tant de temps pour trouver d'un travail pour payer l'amende, réparer la vitre, ou tu feras du bénévolat. Mais veut pas, si l'enfant n'a pas fait ça, puis si l'enfant veut rien savoir, il va falloir qu'on en parle aux parents. Pas parce que les parents ont le rôle d'éducateur des enfants, c'est pas vrai. C'est la société qui éduque les enfants. Combien d'heures par jour, du moment qu'ils peuvent sortir dehors, les enfants sont-ils éduqués par vous? Pas beaucoup. C'est dehors qu'ils font leur éducation, dans l'école, dans la rue, dans le cinéma, tout partout. Alors, on ne peut pas dire à l'enfant qui a été influencé dans la ruelle d'en arrière, on ne peut pas dire que c'est la faute du parent. Parce que là, si c'est la faute du parent, il faut que le parent y voie. Ça veut dire que le parent est obligé d'imposer sa structure d'éducation familiale à l'enfant. Alors, l'enfant doit rentrer à l'heure prévue par le cadre familial, l'enfant doit agir selon le cadre familial, l'enfant doit être restreint à ne plus évoluer de par lui-même, mais à faire évoluer la famille, donc à permettre l'évolution de la société. Cela ne veut pas dire que si on est un peu plus libéré dans le sens familial, qu'on va avoir plus de bombes, qu'on va avoir plus de rockers, qu'on va avoir plus de drogués, qu'on va avoir plus d'alcooliques. C'est l'homme malheureux qui boit. C'est la femme malheureuse qui se prostitue. À part quelques rares exceptions, peut-être. Mais c'est l'homme malheureux qui fait ce genre de choses, parce qu'il recherche une fuite de sa réalité dans une recherche d'illusion de bonheur.
Mais tant qu'il y a des problèmes dans cette recherche, dans cette phase, et présentement, on est dans une phase de transition entre cette famille de demain et cette famille de l'Antiquité, on est dans l'ère du Verseau. On est dans l'ère du Verseau physiquement. On est un peu dans l'ère du Verseau vitalement. On ne l'est pas du tout psychologiquement et on ne l'est absolument pas mentalement. Ce qui cimentait l'ère du Poisson, les familles telles qu'on les a connues viennent après le Nazaréen. On n'avait pas de gros mariages avant. Et on avait, même dans le temps d'Abraham, plusieurs femmes. C'est amusant. Hein? On était des troupeaux, des coqs avec des poules. D'ailleurs, le terme est resté longtemps, la poule. Bon. Présentement, qu'est-ce qui doit arriver? Il doit arriver simplement ceci. Ce que je dis, ce que je vais dire n'est évidemment pas applicable dans notre société aujourd'hui. Cela peut être applicable dans notre société dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Cela dépend de vous. De dire que vous n'êtes pas nombreux, c'est pas vrai. Parce que je fais des conférences ailleurs aussi. Puis c'est enregistré pour on vend. Il y a du monde qui travaille, puis il n'y a pas avec moi qui parle. Cela dépend des personnes. De toute manière, présentement, vous ne pourrez pas éduquer vos enfants comme vous allez vouloir le faire parce que ce n'est pas vous qui les éduquez, c'est dehors qui sont éduqués. Donc, si vous ne transformez pas dehors, ben, oubliez l'éducation des enfants. Or, vous pouvez vous dire, on peut leur donner une bonne base. Oui, la majorité de ceux qui se droguent aujourd'hui viennent de parents qui n'ont jamais pris de drogue. La majorité aujourd'hui de ceux qui fument viennent de parents qui ne fument pas. Il y a eu un temps où, effectivement, c'est évident que si vous vous droguez et vous fumez, vous faites des orgies dans votre lit, ben vos enfants risquent de faire la même chose. Ça, c'est évident. Mais c'est pas parce que vous le faites pas qu'ils le feront pas. Donc, demandez-vous pas qu'est-ce qui a manqué au contact avec l'enfant. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait de correct? Vous avez tout fait ce qu'il fallait. Alors, culpabilisez-vous pas, ça sert à rien. Vous avez tout fait ce qu'il fallait. Et l'extérieur a tout fait ce qu'il pouvait. Mais si on essaie de s'adresser à l'éducation de l'enfant en prenant l'enfant comme étant un écosystème propre, individuel, l'enfant tout seul, dans mon verre d'eau, et je dis, tout l'extérieur n'existe plus pour cet enfant, je vais l'éduquer. Bien, c'est gay. Vous viendrez me revoir dans 2 ans, puis on poursuivra la conférence. Ça se fait pas. On a beau taper dessus, on a beau lui donner des gâteaux, on a beau y ôter les gâteaux maintenant qu'il est bien dressé et qu'il en a besoin. On a beau le priver de dessert, on a beau lui donner 5 piastres, on a beau lui retirer son argent de poche, on a beau faire n'importe quoi. C'est dehors du verre qui se fait éduquer l'enfant. C'est dans l'extérieur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, c'est essayer de le nuire. Ce qui est déjà une bonne chose. Parce que, hélas, on est dans une période qui est attendue depuis plusieurs milliers d'années, donc tant mieux, une période de transition. Et lorsqu'il y a des transitions, il y a des problèmes. Ceux qui comprennent que le passé, c'est pas bon, ou que c'est moins bon, ou qu'il y a mieux, se luttent contre ceux qui pensent que le passé, il n'y a rien de mieux. Et lorsque vous voulez éduquer votre enfant, par exemple, à faire attention à des plantes, à faire attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense. Là, c'est un peu poussé. Disons qu'on va rester dans un cadre plus correct. À ce qu'il mange, à ce qu'il respire, à ce qu'il vit autour de lui, et qu'il sort dehors, puis qu'il voit tout ce qui meurt autour de lui. Ben, c'est pas vous qui l'éduquez. Et lui va s'adapter à une réalité, et non pas à une philosophie de réalité, votre éducation. Donc, dehors, on se casse la gueule, ben il casse la gueule. Dehors, on tue des fourmis, ben il tue des fourmis. Si on en mange, il va en manger. Dehors, on fume. Et à la télévision, ben changez de poste souvent, à part les postes où il n'y a rien, vous allez finir par trouver de la violence. Alors donc, l'éducation de cette famille, parce qu'il faut éduquer les parents et les enfants, de cette famille ne se fait pas dans une maison petite, fermée, parce que cela dépend de l'extérieur. Puis si ça ne rentre pas dans la tête du monde, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'évolution qui se fait. Il y a une souffrance évolutive qui apparaît dans la vie du monde, mais il n'y a pas d'évolution qui se fait. Vous devez comprendre ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la lumière va se faire chez vous, vous allez voir des choses.
Vous sortez pas frapper à toutes les portes pour vendre ce que vous voulez de voir. Ça se fait plus. C'est plus à la mode. C'est encore à mode, mais ça marche plus. Bon. Ce que vous devez faire, par contre, c'est voir l'intelligence de ce que vous venez de trouver. D'essayer de voir si dans votre cadre familial, il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui peut voir la même intelligence que vous, mais on ne le force pas. Sinon, vous allez devoir sortir de votre famille puis vous grouper dans d'autres familles où cette vision, elle est vue, où cette intelligence, elle est perçue. Ça ne veut pas dire d'abandonner les autres, on en a parlé suffisamment la semaine dernière pour bien expliquer que si vous abandonnez les autres qui n'ont pas cette lucidité, que si vous quittez votre famille pour aller à la recherche d'une famille spirituelle ou conscientisante ou mentale ou supramentale, bien ceux que vous abandonnez derrière vous, c'est ceux qui vont vous empêcher de continuer. Ça veut surtout dire que vous devez en parler, que vous devez le voir, que vous devez essayer. Qu'est-ce qui change l'extérieur dans une société? Et ça a été le maudit handicap de toutes les collectivités silencieuses. Toujours, ils ont pensé que c'était pas eux autres. Qui peut changer l'extérieur? Parlons d'intelligence. Intelligemment, lucidement, on sait que respirer de l'air pur, ça ferait mieux. Bon. Intelligemment, lucidement, on sait que manger des choses que notre science vient nous dire que c'est bon, puis que notre science vient nous dire que c'est pas bon, donc essayer de faire laisser faire la philosophie, là, que parce que ça ressemble à des reins, ça guérit les reins. Des fois c'est vrai, des fois ça les empoisonne les reins. On a une science, on a des connaissances maintenant. On le sait. Donc, intelligemment, on sait quoi faire. Intelligemment, on sait quoi boire et quoi ne pas boire. Psychologiquement, on pollue. C'est moins grave. On s'intoxique. C'est moins grave, psychologiquement. Alors, si on aborde le problème de la famille d'une façon intelligente et non plus d'une façon psychologique, c'est dangereux pour l'ego, c'est dangereux pour la psychologie. Par contre, c'est salutaire pour cette psychologie. La famille de demain, elle doit être libérale. Cela veut dire que lorsqu'un enfant se présente devant vous, vous devez faire le maudit travail que la société essaye de dire qu'il se passe, qu'elle fait, mais qui ne se fait pas. Puis la société, c'est pas le gouvernement, la société, c'est le monde qui s'imagine que c'est pas eux autres. C'est ça, la société. La société, c'est celui qui est tout seul dans sa rue ou dans son taudis qui dit qu'il peut rien changer tout seul. Puis ils sont 6 millions à dire qu'ils peuvent rien changer tout seul. Puis là, quand il y a un cave qui monte au pouvoir puis qui dit « Moi, je vous offre ça », là, tout le monde se dit « Tout seul, je peux pas, mais si je vote pour lui, lui va le faire ». Là, il y a 6 millions qui votent pour lui, pour le mot au pouvoir. Bon. Mais c'est chaque personne qui le fait. Chaque personne du peuple qui le fait. Chaque personne, vous autres, qui le fait. Mais il faut commencer par l'avoir suffisamment dans la tête pour qu'à un moment donné, ça se fasse. Quand vous rencontrez un enfant qui se fait mal sur le trottoir, antiquement, on disait « Oh, pauvre petit enfant! » Ça, c'est les grands-mères, parce qu'ils n'ont plus. Il y en va là. Bon. Ou on disait « Ben, maudit, sa mère n'est pas là pour s'en occuper. » Ça ne regarde pas. Un enfant qui est tout crotté, qui vient de chier dans ses couches, c'est pas notre enfant. Ça pue. Pas notre marde. Touche pas. Sauf certaines personnes. OK, d'accord. Si vous êtes de ces certaines personnes, vous allez dire, ben oui, mais c'est pas vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai en maudit. Quand est-ce que c'est quoi commencer? C'est quoi être libéral? C'est de commencer par voir dans les enfants des êtres humains qui évoluent. Pas qui évoluent pour se diriger vers votre porte de sagesse, dans votre maison de sagesse, mais qui s'en vont vers le seuil de leur propre porte. Vers le seuil de leur propre maison de sagesse, la leur. Pas vers la vôtre. Mais ça veut dire que lorsque on parle de famille, les adultes, c'est dur, ça se fait. Ça se fait, mais c'est dur. C'est dur d'aller voir quelqu'un qui a des misères dans la rue et d'aller demander si vous pouvez l'aider. Il faut penser que vous voulez le violer ou le voler. Bon. Mais les enfants, ça se fait. Le fait que c'est votre enfant, là, bien ça, c'est le début à changer parce que c'est plus vrai. Ça n'a jamais été vrai d'ailleurs, mais ça va l'être de moins en moins parce que les enfants vont vous l'interdire. Ça veut dire que n'importe qui, normalement, devrait faire le travail que la société a toujours voulu qu'il se fasse, mais qui légalement est empêché, puis qui légalement est poussé.
Parce que, hélas, mais c'est pas grave, ça, il n'y a aucun juge moindrement intelligent qui va vous condamner pour ça. On a, par exemple, des lois dans la province de Québec et dans le Canada, étant donné qu'on est on est une province et un pays, qui dit qu'une personne qui porte assistance à une personne en détresse, par exemple, peut être poursuivie pour pratique illégale de médecine. Mais dans la loi fédérale, si tu le fais pas, tu es poursuivi pour négligence criminelle. Alors, si tu le fais, tu es coupable, puis si tu le fais pas, tu es coupable. Mais chacun a le loi, deux gouvernements. C'est la même chose. Approchez-vous à peu près des enfants, il y en a tellement qui se font voler ou enlever que c'est dangereux. Mais c'est pas une raison pour que on fasse plus rien. Là, on fait des annonces, on donne l'illusion qu'il se passe de quoi. Mais il se passe rien de plus. Tout le monde s'attriste, mais il se passe rien de plus. C'est pas question de vous attrister. Vous savez, l'enfant qui se fait enlever, qui se fait violer, puis qui se fait tuer, il l'oublie. Il est mort. Ça sert à rien de broyer sur lui pendant que l'autre se fait violer sur le coin de la rue. Après ça, on broye sur celui-là pendant que l'autre tombe en bas du balcon. C'est le même qu'on fonctionne. On a peur de perdre nos enfants. Parce que c'est nos enfants. Parce que c'est notre cadre de sécurité. Il y en a qui ont des chiens, qui n'ont pas d'enfants. C'est la même chose. Touchez pas à le chien. Puis check la nourriture du chien, bien nourrie, puis il est lave, puis il est cajole, il est flat, puis le chien le remet pareil. Comme des enfants. Ils sont bien dressés. Puis quand le chien commence à vouloir être comme un chat, à vouloir être snob, à vouloir être indépendant du maître, le maître commence à bûcher dessus. Il tape. Faut qu'il le dresse. Faut quand il lance son nonos, le chien le ramène, le nonos. Faut quand il dise assis que le chien s'assoie. Sinon, ben, ça marche plus. Puis s'il continue à battre, que le chien continue dans sa lignée d'individualisation, le chien risque de mordre. Mais tant qu'on va éduquer nos enfants comme des chiens, on les éduque bien, les chiens. Ils mangent mieux que nos enfants, les chiens, souvent. Mais c'est vrai. Tant que l'adulte va toujours vouloir posséder son enfant pour pouvoir en faire un enfant qui va bien paraître dans la famille, dans la collectivité. Vous allez voir les parents qui ont des enfants qui ont 6 ans en descendant, puis quelques autres, que vous allez souffrir en maudit parce que vos enfants vous le permettront jamais. Il y a eu un temps où, sanguinement, les enfants étaient assujettis aux parents. Présentement, les enfants se trouvent à être beaucoup plus énergisés. Ce sont des familles énergétiques qui vont se créer. Cela veut dire que où il y aura de l'entente, il y aura famille. Pas où il y aura du même sang. Pas où il y aura le même nom de famille. Là où il y aura la même compréhension. Et je ne parle pas d'une compréhension psychologique. Ben oui, tu te drogues, je te comprends. Moi aussi, je me suis déjà drogué. Puis là, après ça, on l'embarque. Mais j'ai arrêté, puis c'était mieux. Puis c'est ça, c'est pas ça. C'est une vision, avoir le même point de vue. C'est une vision énergisée. Le premier travail à faire correctement, c'est de commencer par essayer de briser les liens. C'est plus votre femme, c'est plus votre mari, puis c'est plus vos enfants. Il n'y en aura plus de ça. Vu qu'il n'y en aura plus, ceux pour qui c'est clair, c'est le temps que ça commence. Alors, elle s'appelle Henriette, ben c'est Henriette. Oh, les mots doux entre les deux, ça va, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention aux mots en maudit parce qu'ils cristallisent dans notre psychologie des mécanismes qui fait que lorsque ma femme veut s'en aller, je souffre en maudit parce que je perds quelque chose qui est à moi. Même si je me disais, ben non, je dis ma femme à cause que c'est facile. Les mots ont un pouvoir. Le verbe, c'est un pouvoir. Et c'est pas parce que le verbe est plus employé par l'humanité que le verbe n'a plus de pouvoir. Il y en a un qui se fait à l'insu parce qu'on ne sait plus. Mais c'est commencer par être Henriette, puis être Philippe, puis être Joseph. Et puis, papa, ça peut toujours aller, maman, ça peut toujours aller. Mais Daniel, c'est mauditement mieux, par exemple. On a des prénoms. Mais si les enfants appellent leurs parents par leur prénom, puis les parents appellent leurs enfants par le prénom, puis les parents s'appellent entre eux par le prénom, ça a l'air banal en maudit, mais ça vire toute la famille sans tout dessous. Mais ça va créer quelque chose. Vous n'aurez plus d'enfants. Vous n'aurez plus de femmes, vous n'aurez plus de mari. Vous allez avoir plus de chums, plus d'amis, par exemple. Vous allez avoir des relations d'amis. Vous allez avoir des relations mauditement plus intimes que la relation du possédé au possesseur. Même si les deux possèdent les deux. Le fait d'arriver, puis par le mariage, de donner tout à ma femme, puis elle doit tout me donner à moi, qu'elle garde donc ses pénates, que je garde donc les miennes,
puis qu'on travaille donc ensemble à la place. Ça va bien tant qu'on n'a pas fait un serment. Ça va bien tant qu'on n'a pas commencé à se mélanger. Puis vos enfants, c'est pas vos enfants. La famille de demain, elle va être libérale suffisamment pour que l'homme, pour que la femme voit l'intelligence d'avoir des enfants dans des buts, par des mécanismes qu'on a déjà abordés lors de la conférence, la conception de l'enfant, qui est sur cassette, donc je ne vais pas y revenir. Mais lorsque la famille, cette nouvelle famille, va laisser faire la possession, cette sécurité de famille, lorsque le mari veut faire de quoi, lorsque la femme veut faire de quoi, puis lorsque les enfants veulent faire de quoi, s'il n'y a pas de possession puis de limitation, il risque d'y avoir un dialogue. Comme il y en a entre les amis. Puis parce que vous m'appartenez pas, puis parce que je vous appartiens pas, quand je veux pas faire ce qu'on me demande ou ce qu'on me dit comme conseil, je vous frustre pas. Puis là, je m'en vais le faire, puis je manque mon coup. Ça me gêne pas de retourner te voir. Mais c'est dur en maudit dans nos familles, parce que c'est juste des remontances, c'est rien que de la morale. Je te l'avais bien dit, tu m'aurais écouté. Il n'est pas question que je vous écoute. Vous ne m'écouterez pas, puis moi, je ne vous écouterai pas, puis vos enfants ne vous écouteront pas parce qu'ils doivent, eux autres, parce que maintenant qu'ils sont énergisés par de l'énergie mentale, entre autres, parce qu'ils sont capables, eux autres, d'analyser, ils vont devoir de plus en plus faire les expériences. Donnez-leur un cadre d'expérience qui est tout à fait désuet, ils vont expérimenter là-dedans. Puis si l'homme de la rue, l'homme seul, si la société, si vous autres, vous commencez dehors à vouloir changer les mécanismes qui permettent des cadres d'évolution, et là, vos enfants vont commencer à évoluer un peu mieux. La famille de demain, Daniel, qui va comprendre le temps et l'espace différemment, est-ce qu'ils vont occuper un espace qui va être à proximité ou ça va se faire beaucoup plus tard quand l'ajustement que tu nous parles ce soir va d'abord être fait? Il va y avoir des complicités à l'intérieur des membres de la même famille. Puis la complicité, on voit ça rarement dans les familles. Et la complicité, ça veut dire que même si le lien n'est pas apparent, on sait de quoi on parle. Le fait de rester géographiquement proche n'empêche rien à la famille. Et le fait de rester loin n'empêche rien à la famille. Parce que la famille, ce n'est pas quelque chose qui doit se voir tous les mois, tous les années, dans des fêtes qu'on construit pour les réunir. Hein? C'est quelque chose d'énergie. Et ça ne se passera pas comme ça se passe présentement. Imaginez simplement un lieu où vous pouvez vivre en famille. Un lieu où la vie existe, pas seulement dans l'homme, mais partout autour de l'homme. C'est ça le cadre d'évolution. Imaginez des hommes, des femmes, des enfants qui ne se côtoient pas dans un respect forcé, mais parce que leur intelligence leur permet de se côtoyer. Imaginez des familles, une famille suffisamment libre pour ne jamais restreindre le nombre de personnes dans la famille. Pas en ayant des petits, en grossissant la famille. Vous savez c'est quoi l'amour humain? Vous ne connaissez pas quelqu'un. Il se présente chez vous, vous l'accueillez. Vous le connaissez, vous l'aimez. Il s'en va, vous le laissez. Si on parle d'énergie réelle d'amour et non pas psychologique, tout ce qui ne vient pas à cette énergie-là, c'est aimé. Tout ce qui se présente à cette énergie-là, c'est aimé. Mais c'est libre. Puis tout ce qui veut s'en aller, bon voyage, c'est aimé. Pas chez l'homme. Lorsque l'enfant apparaît, vous ne le connaissiez pas. Vous apprenez à le connaître. Vous apprenez à souffrir, à le connaître. C'est pas un amour possessif qu'il faut avoir. C'est libre. L'homme qui se sent seul, qui sent qu'il ne peut rien faire, doit parler, doit discuter. Pas pour s'astiner, pour parler. Savez-vous ce que ça fait, le fait de travailler en parlant, le fait de parler, le fait de jaser ensemble avec d'autres? Pas de haute philosophie, bordel. Il faut changer le cadre qui nous empêche d'évoluer avant de décider qu'est-ce qu'il nous faut pour évoluer.
Moi, j'ai besoin de ça, de bons aliments, de bonne nourriture, parfait. Le businessman qui sait ça, il t'en vend, mais il t'en vend plus cher. Faut changer le cadre. Et là, ça va se placer. Fait que, faut commencer dehors, en dedans. OK. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir aimé assez pour nous instruire. Et puis, si on veut l'applaudir. Je vous rappelle qu'on on a une pause de 20 minutes et puis que ceux qui ont des questions, vous pouvez les écrire lisiblement, les laisser ici sur la table. On va y répondre à la deuxième partie. Et la cassette est déjà disponible avec l'achat du billet de la semaine prochaine. Et puis la chasse est interdite, là de bord.